Tomber 7 fois, se relever 8. Bonjour et bienvenue sur le nouveau podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes africaines. Parce que chaque Afropolitaine a un parcours inspirant, différent, qui mérite d'être entendu, l'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes africaines se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes les autres. Je suis Mélissa et je vous invite à découvrir le parcours de ces différentes femmes, tout aussi inspirant et captivant. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Daniel. Hello Daniel. Hello Mélissa. Comment tu vas ? Ça va bien. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci pour l'invitation. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais ? Oui. Alors, je suis Daniela Handa, j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants. Je vis en couple en région parisienne. Je suis vraiment multicasquette. Je vais y arriver. Je suis multicasquette. Donc, je suis consultante en web marketing. Donc, je donne notamment des cours dans des instituts de formation. J'accompagne aussi les particuliers ou les petites entreprises pour mettre en place leur stratégie digitale. Je suis également rédactrice web. Je suis créatrice de contenu à travers mon blog personnel bestofday.fr et j'ai créé un concept qui s'appelle Dear Mama qui accompagne les femmes, les mamans plus précisément, autour de workshops sur la parentalité en fait. Donc on aborde des thèmes qui sont relatifs à la parentalité et donc moi je leur apporte un petit peu l'expérience que je peux avoir dans le domaine que j'ai acquis déjà à travers ma propre maternité et à travers des formations que j'ai pu suivre. Et je sors un livre au mois de septembre sur le sujet, sur mon expérience, sur ma vie de maman. Voilà. Et justement, moi, c'est ça que j'aime beaucoup avec toi, c'est que tu fais tellement de choses en même temps et qui sont tout aussi passionnantes. Moi, je t'ai découvert vraiment avec le blog Best of 2 que tu tiens depuis 2006 où tu parles de littérature, de gastronomie, de maternité. Ouais. C'est vraiment un blog, honnêtement, pour moi, qui rime avec la bonne humeur. Honnêtement, super. Qui inspire beaucoup de femmes, je pense. Et je voulais te demander pourquoi tu t'es lancée dans cette aventure et qu'est-ce que cette aventure t'apporte ? D'accord, dans le blogging, tu veux dire ? Ouais. Écoute, moi j'ai toujours tenu des journaux, j'ai toujours eu cette passion pour l'écriture, pour l'expression de manière générale. Et c'est vrai que quand j'ai découvert Internet, c'était vraiment au tout début de l'Internet haut débit. Et donc avec l'Internet haut débit sont nées des espèces de libre parole comme les blogs. Et donc tout de suite j'ai adhéré parce que je tenais déjà des journaux. Voilà, donc tout de suite j'ai adhéré et je me suis dit c'est le moyen de s'exprimer, c'est le moyen d'échanger, de rencontrer des personnes qui sont pas forcément des personnes qu'on pourrait rencontrer dans notre vie courante et c'est un bon moyen en fait de véhiculer des idées en fait. Moi j'ai toujours grandi dans cette philosophie. Mon papa était journaliste, donc c'est vrai qu'à la maison, tout ce qui est culture, tout ce qui est expression, c'était vraiment encouragé. Donc pour moi le blog c'était vraiment idéal parce que aussi ça permettait en fait de faire entendre sa voix de manière un petit peu plus de diffuser en fait tout simplement ton mode de pensée sans restriction. Tu vois, il n'y avait pas de barrière. Et moi, je trouvais ça génial parce que j'étais une grande consommatrice de magazines, de films, de médias de manière générale. Et je ne me voyais pas dans ces magazines-là, dans ces médias-là. Et je ne savais pas du tout comment y accéder, tu vois. Je ne savais pas du tout comment je pouvais être rédactrice web, comment est-ce que... même si je n'aspirais pas spécialement à être journaliste, mais j'avais l'impression quand même que la parole était confisquée, que c'était toujours l'avis du même type de personne que l'on entendait. Et donc, du coup, moi, c'est comme ça que m'est venue l'envie de partager autour de mes passions, quoi. Tout à fait, honnêtement, c'est ce que j'aime beaucoup avec ton blog, c'est qu'il est riche, il est divers, c'est un condensé en fait de tellement de choses. Et ce que j'apprécie toujours, c'est toujours qu'il y a énormément de positivité. Ouais, c'est vraiment le parti pris parce que je me dis, quitte à passer du temps à créer du contenu, autant que ce soit du contenu qui me mette de bonne humeur, que j'ai envie de créer. Quand je relis, je me dis, ouais, c'est cool, j'ai pu résoudre un
un problème que quelqu'un a pu rencontrer. J'ai donné envie à quelqu'un de voir un film. J'ai donné envie à une personne de faire une recette. Et quitte à mettre son énergie dans quelque chose qui est quand même assez chronophage, il faut le dire. Tenir un blog, ça prend du temps. Si on veut produire du contenu de qualité, je préfère que ce soit positif et qu'après, une fois que j'ai appuyé sur le bouton publier, en fait, je sais qu'il y aura que de l'énergie positive autour, tu vois. Moi, c'est vraiment ma bulle de légèreté, en fait. Tout à fait. Et en parlant de contenu de qualité, tu as fait allusion tout à l'heure à Dear Mama, les workshops que tu organises autour de la maternité, autour de la solidarité féminine, qui a donné lieu également à un livre que tu publies dans peu de temps. Est-ce que tu pourrais nous en parler également de ces activités ? En fait, moi, je suis devenue maman en 2013. Et comme beaucoup, je pense, de femmes enceintes qui attendent un premier enfant, j'avais beaucoup de questions et j'avais pas forcément un entourage qui pouvait répondre à ces questions-là. Donc du coup, j'ai commencé à errer comme ça sur les forums en pleine nuit à la recherche de hypersalivation. À quel moment ça s'arrête? Tu vois? Et tu vois, tu as des questions un peu bizarres comme ça. À quel moment tu sens le bébé? Et du coup, j'avais pas forcément toujours les réponses. Et surtout, comment te dire, il y a quand même un processus d'identification. Tu vois, tu as envie quand même, des fois, d'avoir... même pas que tu as envie, des fois, tu as besoin. Par exemple, je parlais d'hypersalivation. L'hypersalivation, c'est quelque chose que rencontrent beaucoup plus les femmes noires, voire maghrébines, tu vois. Et donc, du coup, c'est vrai que... tu vas pas forcément avoir des personnes qui vont te donner des réponses sur des forums qui sont, par exemple, fréquentés par beaucoup de femmes blanches, en fait. Et c'était le cas. Tu vois, moi, hypersalivation, j'ai vraiment parcouru plein de forums et j'ai dû trouver un message d'une nana qui disait « Ouais, franchement, je comprends pas, on m'a dit que c'était lié à ma grossesse, mais ma sage-femme ne sait pas, etc. » Elle était complètement perdue. Il s'avère que c'était une femme blanche qui vivait ça. Il y avait personne dans son entourage qui avait jamais vécu ça, alors que moi, j'ai vu mes tantes, j'ai vu tout ça. Mais tu vois, il y a 10 ans, elles ont connu ça. Tu vois, je sais pas si entre-temps, il y a eu des évolutions, je sais pas s'il y a eu des médicaments, bref. Et donc, je me suis dit... si moi, en fait, j'ai besoin de m'identifier à des personnes par rapport à ce que je vis, je pense que d'autres personnes ont également ce besoin. Et du coup, le meilleur moyen, c'est de moi commencer à partager, du coup, ce que je vis. Comme ça peut rendre service à d'autres femmes. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à parler de maternité sur mon blog. Donc, j'ai commencé à faire des articles sur ma grossesse, sur ce que je vivais. C'était vraiment des chroniques sur des... je vais dire des événements, par exemple, liés à ma grossesse. Et il y a eu un écho qui est juste impressionnant, en fait. C'est devenu, la rubrique maternité, c'est devenu la rubrique la plus visitée de mon blog. Alors que, tu vois, j'avais plutôt un blog orienté un petit peu culture, orienté... Voilà. Et j'ai eu plein de femmes qui se sont mises à m'écrire, à me dire merci d'avoir abordé tel sujet. Tu vois, par exemple, j'avais fait un article sur mon petit ventre de grossesse en disant que je faisais partie de ces femmes enceintes qui n'avaient pas un ventre très gros et que, du coup, tu recevais toujours des remarques qui pouvaient te mettre mal à l'aise. On disait, mais t'es sûre que t'es enceinte? Mais t'es enceinte de combien de temps? Tu fais pas un déni de grossesse? Enfin, tu vois, des bêtises. Et du coup, tu vois, j'ai des nanas qui m'ont écrit en me disant, tu vois, moi, je suis comme toi. Et merci pour cet article. Et du coup, voilà, j'ai vraiment... Et je pense que il y a vraiment eu des femmes noires qui m'ont écrit parce que en matière de grossesse, il n'y avait pas beaucoup de femmes noires qui abordaient ces sujets-là sur la toile. Parce que je pense que culturellement, la grossesse, c'est quelque chose qui se vit de manière intime. Si on a des questions, on s'en tient soit au milieu médical. Et aujourd'hui, quand tu vois ton médecin ou autre, je vais pas dire que c'est expéditif, mais t'as pas forcément le temps de poser toutes les questions que tu as envie de poser. Et puis, la personne même qui t'accompagne dans ta grossesse ne rencontre peut-être hypersalivation, par exemple. Moi, les médecins que j'ai pu rencontrer n'avaient absolument aucune... Ils savaient ce que c'était, ils savaient que certaines femmes le vivaient, mais aucun début de solution. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il n'y a pas... la médecine ne s'est pas penchée sur le sujet, etc. Enfin, voilà. Donc, du coup,
en fait, les femmes ont commencé à m'écrire et c'est vraiment devenu une communauté. Et si tu veux, donc voilà, j'ai eu ma fille, j'ai continué à écrire sur la maternité, sur ce que je vivais en tant que maman. Et les femmes continuaient à m'écrire. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il faut qu'on se rencontre, en fait, tu vois. Il faut que moi, je puisse transmettre ce que j'apprends, parce que je me suis vraiment passionnée sur... je me suis passionnée de tout ce qui a trait à la maternité. Je me suis documentée, j'ai lu énormément de bouquins, j'ai suivi des formations en ligne sur certains thèmes précis, comme la bienveillance éducative. Et du coup, je me suis dit, mais faut que je transmette. Il faut que je transmette, il y a un réel besoin. Et c'est comme ça qu'est né Dear Mama. Et au-delà de la maternité, eh bien, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de se rassembler entre femmes, de se regrouper. Et je pense que je suis une femme noire, donc du coup, les espaces où les femmes noires peuvent, ou en tout cas des espaces qui sont animés par une femme noire, et donc où les femmes savent qu'elles vont pouvoir aborder des thématiques qui sont spécifiques aux femmes noires, par certains aspects culturels, en fait. Parce que certains me diront, oui, mais bon, c'est quoi la différence entre une femme noire enceinte et une femme blanche enceinte? Mais en tout cas, en ce qui concerne la maternité, il y a quand même des fois, il y a une empreinte culturelle qui fait que, il y a des questions, en fait, spécifiques qui se posent. Et des fois, tu as envie d'avoir quelqu'un en face de toi qui va se dire, en fait, ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Parce que, tu vois, nous, par exemple, chez nous, il est d'usage que lorsque tu accouches, tu vas passer, 3 mois chez ta maman, en fait. Tu vois, c'est traditionnel. Ouais. Sauf que moi, en fait, je me suis dit, mais excusez-moi, mais c'est absurde. En fait, moi, pendant 3 mois, je vais aller chez ma mère pour apprendre comment être mère, et le père, en fait. Tu vois comment ça se passe, en fait. Lui, à quel moment est-ce qu'il apprend à être père? Tu vois, toi, tu vas apprendre qu'il faut se lever la nuit, que le bébé, en fait, il réagit comme ça. Tu vas apprendre à reconnaître ses pleurs, etc., machin, ceci. Et en fait, tu vas revenir au bout de 3 mois. Toi, ton mec, il aura repris sa vie comme d'habitude, en fait, tu vois, et il comprendra pas qu'il faut se lever la nuit, qu'il faut faire ci, ça. Donc, du coup, moi, j'ai dit, non, en fait, je reste chez moi avec mon bébé, et si ma maman veut me donner un coup de main, elle viendra à la maison, mais je reste chez moi, et en fait, on va apprendre tous les deux à être parents, en fait, tu vois. C'est pas genre, voilà. Donc, tu vois, c'est des choses qui sont culturelles, mais qui méritent d'être questionnées. Tu vois, des pratiques qui méritent d'être questionnées. Ouais, en fait, ça vient d'où? Ça date de quand? Ouais, écoute, c'est une pratique qui date de plusieurs siècles, on va dire. Ouais, parce qu'à l'époque, les femmes, elles étaient mères très tôt. Ouais. Elles étaient mères, elles avaient 15 ans. Donc, effectivement, quand tu as 15 ans, tu es, j'ai envie de dire, une enfant. Donc, tu as besoin, effectivement, que d'autres femmes t'apprennent à être mère, etc. Mais moi, j'ai eu mon premier enfant, j'avais 33 ans. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu vois, c'est sûr, c'est toujours cool d'avoir du soutien, mais il faut se dire qu'on n'est pas dans les mêmes configurations et c'est important, du coup, de questionner certaines choses. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est comme ça qu'est né Dear Mama. Donc, Dear Mama en référence à la chanson de Tupac, en hommage à sa maman, Assata Shakur, qui est une grande militante pour les droits civiques. Donc, voilà. Donc, du coup, le fait qu'il fasse un clin d'œil à sa maman et que sa maman ait été cette grande figure, voilà, ça faisait écho. Et aussi, je voulais récupérer le terme mama, tu vois, qui était très péjoratif. Ouais, je trouvais que c'était vraiment genre la mama africaine, voilà, qui trimballe ses gosses, qui s'en occupe pas forcément, qui est toujours dépassée, qui est toujours mal apprêtée, etc. Et du coup, tu vois, dire mama, tu vois, chère mama, tu vois. Et je voulais vraiment qu'on se réapproprie le terme mama. Et du coup, ça me fait rire parce que du coup, maintenant, je vois sur des t-shirts, etc., de marques qui ne sont pas du tout inclusives, tu vois. Donc, il n'y a que des femmes blanches et ça emploie le terme mama, tu vois. Alors que la mama, ça fait quand même référence à pas seulement la femme africaine, mais tu vois, c'est la femme méditerranéenne, c'est... voilà. Donc, c'est l'idée de Dear Mama. C'est comme ça qu'est né Dear Mama.
Ouais, c'est top. En tout cas, je salue ton initiative parce que c'est une initiative qui aide beaucoup les femmes et j'aime beaucoup, même si je ne suis pas encore mère, j'aime beaucoup les articles que tu rédiges sur la maternité parce que on sent qu'à chacune de tes maternités, tu as vraiment vécu une maternité que je pourrais qualifier de consciente, c'est-à-dire que tu étais constamment dans les recherches, notamment, il y a un sujet qui me vient à l'esprit, je sais qu'à l'occasion de la journée de l'allaitement, tu as rédigé un billet où tu parlais justement des idées reçues sur l'allaitement et du coup, je voulais te demander de nous en parler un peu plus. Qu'est-ce que l'allaitement maternel, en fait, t'a apporté de bien dans ta vie et qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes qui sont assez dubitatifs à ce sujet? Moi, en fait, quand je suis devenue maman, avant de devenir maman, je n'avais pas d'idées préconçues sur est-ce que j'allais allaiter. Je n'avais pas de jugement. En vérité, je n'avais jamais vu de femme allaiter. C'est-à-dire que le souvenir d'allaitement que j'avais, c'était genre une grande cousine qui allaitait son bébé, mais j'avais 16 ans, tu vois, et sinon, j'avais jamais vu de femme allaiter son bébé. C'est te dire à quel point l'allaitement maternel, maintenant, ça revient de plus en plus, tu vois, on en parle, mais moi, tu vois, mon aînée, elle a 7 ans, donc en 7 ans, on en a fait du chemin. Et c'est vrai que quand j'ai eu, donc, du coup, ma fille aînée, j'ai commencé à me documenter sur la maternité, consciente, comme tu dis. Je suis vraiment contente que tu emploies ce terme parce que c'est vraiment le terme approprié, c'est la démarche que j'ai voulu mener, c'est-à-dire de questionner toutes nos pratiques en fait, tu vois. Tu vas donner le biberon, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi est-ce que donner le biberon, c'est normal en fait, tu vois? Et pourquoi est-ce que... pourquoi est-ce que donner le sein, ce serait marginal alors que c'est un geste naturel? Tu vois, pourquoi ce serait tabou, etc. Et donc, voilà, il s'avère que j'ai commencé à allaiter et que j'ai eu de la chance, ça s'est très bien passé. Il est vrai que j'ai été documentée et je pense que en matière d'allaitement, ton état d'esprit compte pour beaucoup. Si déjà tu arrives avec des freins et que tu te dis « Ouais, je vais allaiter, mais ça va faire mal, mais, je pense que tu te mets dans une espèce de conditionnement qui fait qu'à la première difficulté, tu vas dire « Ouais, mais c'est pas pour moi, en fait, tu vois. Et donc moi, du coup, je m'étais documentée un petit peu. J'ai commencé à allaiter, ça s'est bien passé, j'ai été bien accompagnée. Et je me suis rendu compte que en France... et même ailleurs, disons-le, en fait, faut que tu allaites, mais pas trop longtemps, en fait. Donc, dès 3 mois, on commence à te dire, mais à quel moment tu comptes t'arrêter? Les gens te voient vraiment ça comme une contrainte, te demandent si ça fait pas mal, si c'est pas trop galère, etc. Et maintenant, tu vois, avec 3 enfants, j'ai le recul parce que du coup, ma deuxième, je l'ai allaitée, et mon petit dernier, je ne l'ai pas allaité longtemps au sein, et du coup je sais ce que c'est que, puisque là il prend le biberon, je sais ce que c'est que d'allaiter et je sais ce que c'est que de ne pas allaiter. Et purée, mais l'allaitement c'est trop pratique. Tu vois, t'as toujours ton lait avec toi, à la bonne température. C'est pas que nourricier, c'est aussi affectif. Et c'est vrai que moi je voulais démystifier en fait toutes ces idées autour de l'allaitement, parce que voilà, c'est quelque chose de naturel et il n'y a pas à en faire quelque chose de tabou, en fait. Tout à fait. En tout cas, je te remercie en tout cas de mettre ça en lumière parce que c'est vrai que, comme tu l'as si bien dit, les femmes qui allaitent, malheureusement, sont très stigmatisées dans notre société et ça fait du bien justement d'avoir ces informations-là et d'avoir ce témoignage-là. On parle souvent également d'instinct maternel et d'instinct de parents et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que pour toi, est-ce qu'on est forcément avec l'instinct maternel ou qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne crois pas à l'instinct maternel, en fait. Pour moi, l'instinct maternel, c'est quelque chose c'est une construction du patriarcat, en fait. C'est un truc pour dire aux mamans, tu sais, toi, tu sais faire, en fait. Tu vois, c'est naturel. Donc, du coup, il faut que tu sois complètement dédiée à ça. Tu vois, t'es faite pour ça. Et non, tu vois, moi, je ne crois pas. Ce que je sais sur la maternité, je l'ai appris. Je l'ai appris soit par l'expérience, je l'ai appris soit parce qu'on me l'a enseigné, mais ce n'est pas quelque chose qui est venu d'instinct. Tu vois. Alors maintenant, en étant avec mon bébé, comme étant avec toute personne, en fait, tu vois, c'est pas lié à la maternité. C'est-à-dire que si tu as une meilleure amie et que tu es tout le temps avec elle, à un moment donné, si elle est un peu maussade, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. C'est pareil pour un bébé, en fait. À un moment donné, tu sais reconnaître, tu sais quand il pleure de telle manière, parce qu'en fait, les pleurs, c'est un moyen d'expression. Tu sais que là, il a faim, tu sais que là, c'est sa couche, mais c'est l'habitude. C'est pas d'instinct que tu le sais. Et c'est vrai que moi, dès le départ, en fait, j'ai voulu couper court à ça.
tu vois, avec mon compagnon qui est quelqu'un de féministe et il n'y a aucun souci. Mais lui, il est quand même, comment dire, c'est quand même un homme qui est quand même construit sur le modèle de société patriarcale qui t'enseigne qu'effectivement, les femmes ont l'instinct maternel. Donc, du coup, ça commence à la maternité où on te dit, c'est la maman qui doit donner le bain. Ok, en fait, tu vois, et moi, en fait, très sincèrement, de toutes mes maternités, j'ai dû commencer à donner le bain à mes bébés à partir de 3 mois. Parce qu'avant, je les trouve trop petits et je trouve que je suis pas assez délicate et j'ai trop peur. Donc, c'est mon mec qui a donné tous les bains. Moi, c'est vraiment quand il commence à avoir un peu de chair, de corps. Tu peux prendre le bras comme ça, tu sais que le bras, il va pas se casser. Mais je donnais aucun bain, en fait. Et c'est vrai que, tu vois, sur certains sujets, par exemple, où il me disait, où est le carnet de santé, où est le ceci, eh ben, je lui disais, mais en fait, c'est pas normal, en fait, tu vois, que ce soit moi je suis la gardienne du carnet de santé, tu vois, ou certaines choses. Un jour, je sais que, quand on a eu notre première, je lui ai dit, mais en fait, je sais plus quelle question il m'avait posée, et je lui ai dit, mais je ne sais pas. Tu sais, c'est mon premier enfant comme toi. J'ai pas eu d'enfant avant. Donc, en fait, si tu ne sais pas, je ne sais pas non plus. Donc, on va chercher la réponse, mais ne viens pas me demander comme si je savais, en fait. Comme si je savais d'instinct. Et je pense que c'est un piège, en fait, cette histoire d'instinct maternel. Après, oui, on peut parler d'instinct de parents, du coup, mais même cet instinct-là, c'est parce que on évolue H24 avec une personne, tu vois. Donc, quelqu'un que... T'as pas besoin d'être le parent d'une personne. Si t'es H24 avec une personne, forcément, tu vas savoir comment elle respire, quel bruit elle fait, enfin... Voilà. Donc, moi, je ne crois pas à cette histoire d'instinct. Je crois en l'expérience, je crois en l'apprentissage, à la transmission. Mais voilà, l'instinct, c'est un piège, en fait. Tu sais, on essaye un peu d'enjoliver les choses, de te présenter le truc un peu... l'instinct, c'est beau, tu vois. Tu sais, c'est un truc... inné, c'est un super pouvoir. Tu ressens les choses, tu vois. Donc, du coup, c'est toi qui vas tout gérer. Il faut que tu te réveilles la nuit parce que tu sauras mieux faire que moi. Et en fait, non, tu vois, on va apprendre tous les deux. Et moi, ouais, non, c'est vraiment quelque chose contre lequel je me suis toujours... une notion contre laquelle je me suis toujours insurgée. Tout à fait. Donc pour toi, l'instinct maternel, c'est quelque part une façon d'irresponsabiliser les hommes un peu ? Absolument. Absolument. Pour moi, voilà, les femmes savent mieux faire. Donc du coup, on va se mettre sur le canapé avec la télécommande et il y a ton bébé qui pleure en fait. Tu vois, vas-y. Mais on l'entend souvent, hein, tu vois. T'as des compagnons qui disent ouais, mais moi je sais pas le calmer. Je sais pas. Après, tu vois. Chacun de nous, tu vois, mon compagnon, lui, il a développé ses trucs à lui, tu vois, et c'est vrai que moi aussi, j'ai dû faire un travail sur moi, parce que même si t'es déconstruite, t'es quand même, comment dire, le produit d'une société, en fait. Et la déconstruction, c'est un travail qui est permanent, tu vois, et avant de sortir, tu vois, j'ai dû lutter aussi pour... Je t'ai préparé ces vêtements quand même pour te faciliter. Parce que quelque part, tu culpabilises quand même un petit peu de sortir. Tu te dis quand même que ouais, je sors parce que j'ai le droit de sortir, tout ça, voilà, nanani. Mais quand même, je le laisse avec le bébé et que c'est pas normal. Donc du coup, comme je le laisse avec le bébé et que c'est pas normal, je vais lui faciliter les choses pour que ce soit plus facile pour lui, en fait. Et du coup, moi, j'ai dû lutter contre ça et apprendre que non, en fait, chacun a sa manière de faire. Il a sa manière de faire à lui. Tant que les enfants vont bien, tout va bien. Et que j'ai pas, j'ai pas à investir notre parentalité comme si j'étais la responsable en chef des enfants, tu vois. Après, malheureusement, la société elle est ainsi constituée. C'est-à-dire que quand les enfants sont malades, c'est toujours moi qu'on appelle en premier. Tu vois, en ce moment, on est confinés, donc on est à la maison. Et puis la dernière fois, ma fille, elle était malade. Je vois 3 appels en absence et puis mon mec il est en télétravail, donc je le vois s'habiller, tout ça, je lui dis mais tu vas où? Il me dit ouais l'école a appelé et en fait je vois que on m'avait appelé 4 fois, tu vois, mais on m'a d'abord appelé 4 fois avant de l'appeler alors qu'ils avaient son numéro, tu vois, et voilà, t'es toujours un peu 16h c'est l'heure des mamans.
C'est pas l'heure des parents, c'est l'heure des mamans. Tu vois, voilà, la société, elle est ainsi faite. Donc, à chaque fois, tu dois toi-même, en fait, tes propres conditionnements. À un moment donné, il faut quand même que tu arrives à t'en détacher. Et c'est pas évident. Tout à fait. Donc, c'est vraiment un travail de déconstruction qu'il faut faire soi-même et puis également avec je pense, en tout cas, pour moi, c'est la clé de la liberté, en fait. Tout à fait. Et toujours sur le prolongement de la parentalité, dans ton blog, tu évoques des notions qui sont super importantes. Tu parles de parentalité positive, de bienveillance éducative et de violence éducative. C'est vrai qu'on vit dans un monde où malheureusement la violence elle est hyper banalisée, et notamment au sein de la communauté afro. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire déjà en quoi consistent ces 3 notions, la parentalité positive, la bienveillance éducative, et comment faire pour ne pas se retrouver dans la violence éducative, justement? Ouais. Alors, on a beaucoup entendu parler de parentalité positive. Bon, je m'éloigne un petit peu de ce terme parce que ça voudrait dire qu'il y a une parentalité négative. Et j'entends bien que, tu vois, chaque parent essaye comment dire, de faire le meilleur pour son enfant, en fait. Et que des fois, on a des comportements qui sont hérités de notre propre éducation et on ne se rend pas forcément compte que ces comportements-là sont contre-productifs ou ont des effets délétères et peuvent vraiment faire très mal. Donc, je dirais, peut-être parentalité un petit peu consciente, c'est-à-dire que de se questionner, tu vois, de se demander, tu vois, c'est quoi la place de l'enfant au sein du foyer, tu vois. Et moi, en fait, je considère les enfants comme des personnes à part entière. C'est des petites personnes, mais c'est pas des personnes qui ont moins de droits. Tu vois, c'est des personnes qui ont les mêmes droits que moi. Donc, du coup, dans les droits de l'enfant, il y a le droit au respect de l'intégrité physique de l'enfant. Tu vois, aujourd'hui, si tu croises quelqu'un dans la rue et que la personne te frappe, tu peux aller déposer une main courante au commissariat, tu peux porter plainte, en fait. Sauf que, récemment, en tout cas, la loi, du coup, a évolué et c'est génial. Mais jusqu'à récemment, en fait, un parent pouvait taper son enfant et il n'y avait absolument aucun souci parce que c'était dans un but éducatif. Et c'est ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. Ordinaire parce que c'est rentré dans les mœurs cette idée selon laquelle à partir du moment où tu es parent, tu peux user de tous les moyens nécessaires pour parvenir à tes fins, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Tu vois, donc moi je me suis vraiment détachée de ça parce que c'est quelque chose qui est issu de mon éducation aussi. Tu parlais de communauté africaine. La violence, elle est partout. Elle n'est pas que dans la communauté africaine. Maintenant, ce que j'ai pu observer, c'est que chez nous, c'est revendiqué. Tu vois, alors que chez les Occidentaux, les Européens, c'est quelque chose dont on a honte. C'est quelque chose qu'on va cacher. Tu vois, donc là on peut parler de maltraitance alors que chez nous c'est un peu quelque chose, c'est un outil éducatif. Tu vois, donc on va revendiquer cette fermeté, cette idée selon laquelle pour élever un enfant pour qu'il file droit, en fait faut pas hésiter à faire usage de la violence. Et moi, en fait, ce que j'essaye de démontrer, c'est que cette violence-là, elle a des effets très délétères, mais vraiment sur l'estime de soi, de personnes qui souffrent déjà, de personnes qui évoluent dans une société qui est déjà oppressive, en fait. Tu vois, des personnes qui potentiellement, dès la maternelle, vont être exposées au racisme, à la discrimination. Donc, je parle des personnes qui sont racisées ou racialisées. Et du coup, pour moi, encore plus, ces personnes-là, le foyer doit vraiment être... un havre de paix. Mais un havre de paix, tu vois. Il faut que ce soit doux à la maison. Alors, ça ne veut pas dire que l'enfant est roi et qu'on va le laisser faire tout ce qu'il veut. Mais ça veut juste dire qu'on va mettre de côté, en fait, tout ce qui a trait à la violence éducative. C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des coups. Donc des coups physiques, tout ce qui est de l'ordre de l'humiliation, tout ce qui est de l'ordre du chantage,
tu vois, et on va essayer en fait de construire une relation avec son enfant qui soit basée sur la conscience, la responsabilisation, la coopération. En fait, la relation que toi, en fait, ta relation idéale avec un adulte, en fait, tu vois, et ben cette relation-là, tu vas essayer de l'avoir avec un enfant, et qui plus est ton enfant, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que l'éducation à la dure, qui, en tout cas, pour ce qui est des communautés africaines, pour moi, est directement héritée de l'esclavage, de la colonisation. C'est quelque chose qui est resté, en fait, tu vois. Chez nous, on parle de chicotte, tu vois, pour dire, voilà, on va te taper, voilà, tu vois, l'outil avec lequel on va te taper, c'est la chicotte, tu vois, le bâton, etc. Et bien, la chicotte, c'est un engin de torture coloniale qui a été inventé du temps de la colonisation. Et si tu fais des recherches et que tu vois des photos de personnes qui sont soumises à ce traitement-là, mais mon Dieu, t'as pas envie d'employer ces termes-là, en fait, tu vois. Et il y a un auteur américain qui s'appelle, je sais jamais le prononcer, mais je dirais Ta-Nehisi Coates, tu vois. Ouais, je vois. Comment tu le prononces? Moi non plus, j'ai du mal avec... Bon, on va le prononcer comme ça, et je pense que tu mettras le nom pour ceux qui n'ont pas compris. Qui dit qu'en fait, cette violence-là, qui est directement héritée du coup de l'esclavage, du temps de la ségrégation, en fait, on la reproduit parce qu'en fait, les personnes donc, qui sont racisées, en fait, si tu veux, ont intégré cette violence-là. Et du coup, en fait, tu essayes d'annihiler toute velléité de liberté chez ton enfant pour que lorsqu'il soit à l'extérieur, en fait, il ait peur, en fait, tu vois. Et que, donc, en fait, il dit dans un de ses livres, il dit, en fait, en gros, son père le frappait parce que, pour que ce soit pas la police qui le fasse, en fait. Tu vois, parce que la police, elle pouvait potentiellement te tuer. Tu vois le truc ou pas? Donc, en gros, c'est quand tu sors, tu sais que tu vas bien te comporter. Parce qu'en fait, tu sais que tu risques des coups, etc. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, on est une génération qui a les moyens de prendre de la distance avec tout ça, de questionner, puis surtout on a les outils. Donc moi j'essaye du coup de partager quels sont les outils de bienveillance éducative que j'essaye de mettre en place au quotidien avec mes enfants et qui font qu'aujourd'hui, non, je n'ai jamais tapé mes enfants, je sais que j'ai pas besoin de les taper, c'est pas des enfants rois, c'est des enfants qui ont un cadre qui est même plutôt stricte de la vie de certaines amies qui étaient, elles, plutôt pour la correction, qui me disent « Ah, mais t'es stricte ?» Pas plus que ça. Enfin, moi, en tout cas, les enfants savent qu'il y a un cadre et qu'à l'intérieur de ce cadre-là, il y a des libertés, mais il y a également beaucoup de responsabilités. Donc, chaque liberté s'accompagne de certaines responsabilités et que à partir du moment où on pose une action, il y a potentiellement des conséquences. Et ces conséquences, c'est pas les coups, en fait. Tu vois, pour moi, la violence ne résout rien. La violence engendre la violence. Quand tu tapes un enfant qui a fait quelque chose, tu ne corriges pas l'acte qu'il a fait, tu corriges l'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je préfère discuter de l'action qu'a fait l'enfant et lui dire, voilà, là, tu as fait ça, est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce que tu comprends quelles sont les conséquences ? Est-ce que tu comprends que c'est pas souhaitable ? Est-ce que tu comprends que je peux pas te faire confiance, en fait ? Parce que on a un contrat, voilà. Maintenant, si tu respectes pas le contrat, moi, je peux pas te faire confiance. Donc, du coup, voilà, je serai moins encline à te laisser regarder la télé pour 1 heure, puisque quand je demande d'éteindre la télé parce que ça fait 1 heure, tu te mets à pleurer. Donc, du coup, moi, voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe, en fait. On essaye de discuter, on essaye de grandir ensemble, parce que moi, j'ai pas forcément eu cette éducation-là, même si j'avais pas des parents maltraitants, mais j'ai pas eu cette éducation-là avec le dialogue, le discours, etc. C'était, tu discutes pas. Tu obéis. On te dit, tu fais et tu exécutes. Tu fais et tu exécutes. Et voilà, j'essaye d'avoir autre chose, de poursuivre autre chose pour mes enfants, parce que je suis persuadée quand même que
la manière dont on élève les enfants est très déterminante des accomplissements qui pourront comment dire, ça va leur donner confiance en eux pour plus tard justement pouvoir s'émanciper contre contre ce déterminisme aussi qu'il y a vis-à-vis des enfants racisés, de se dire ben voilà, t'as pas fait telle école, donc du coup tu pourras pas faire telle ou telle chose, etc. Ben voilà, le fait aussi de pas être violent envers ses enfants, c'est aussi leur dire en fait moi je te tape pas parce que tu as de la valeur pour moi, tu vois. On tape quelque chose pour moi qui n'a pas beaucoup de valeur, enfin tu vois, moi je leur enseigne vraiment, on tape pas. Tu vois, moi, une petite anecdote, quand ma fille avait 2 ans, donc du coup, quand elle était très énervée, en fait, elle se tapait elle-même, en fait. Et je lui disais, donc, elle était à une période où, quand elle était énervée, elle voulait te taper, en fait. Donc, je lui tenais les bras et je lui disais, mais on tape pas, en fait. Et elle se tapait elle-même. Et je lui disais, non seulement on tape pas les gens, mais on se tape pas soi-même non plus, tu vois. On tape personne, en fait, tu vois. Ça, c'est exclu, c'est pas un moyen de communication. C'est vraiment contre-productif, la violence. Et ouais, je suis persuadée que la bienveillance éducative, c'est un outil de développement personnel, en fait. Tu vois, c'est ce qui fait des gamins qui ont confiance en eux, qui sont conscients qui comptent pour nous, qui sont conscients de leur valeur dans le monde et qui ont vraiment pas peur de faire des erreurs, pas peur de se lancer, pas peur de... Tu vois, moi, j'ai beaucoup été dans ma vie, des fois, j'avais peur, en fait, de la réaction de mes parents. Donc, soit je disais pas des choses, je mentais, mais pour des trucs bêtes, en fait, tu vois. Et parce qu'en fait, j'avais peur de la réaction de mes parents. Et j'ai pas envie de ça pour mes enfants, quoi. J'ai envie qu'ils soient libres de s'exprimer et qu'on discute et que vraiment, on construise une relation qui est basée sur la confiance. Totalement, et honnêtement, j'admire beaucoup ce que tu fais avec tes enfants, ce que tu partages avec nous, parce que on a besoin en fait justement de tout ce travail de déconstruction sur toutes ces choses avec lesquelles on a grandi, et je pense que c'est vraiment par là qu'on va avancer. Ouais, alors c'est pas évident parce que c'est vrai que nous, tu vois, dans nos éducations, la transmission a un rôle très important. Et ce qu'on t'a transmis, c'est aussi l'éducation qu'on t'a donnée, tu vois. Et quand tu te détaches de ça, limite, tu es une mauvaise personne, en fait. Tu comprends? Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont cette espèce de conflit de loyauté vis-à-vis de l'éducation qu'ils ont reçue. Et il y a un peu ce côté, mais je me prends pour qui, en fait, pour... casser tous ces siècles. Ouais, tu vois, ça a toujours été comme ça, en fait. Nous, on a toujours été comme ça. Nous, on est comme ça. Et en fait, et c'est vrai que c'est quelque chose que des fois, c'est des critiques que j'ai pu avoir, tu vois, où on me disait, ouais, critique l'éducation à l'africaine, alors que les Blancs, ils tapent aussi, tu vois. Mais en fait, moi, je m'en fiche de ce que les Blancs font, en fait, tu vois. Si les gens, ils veulent continuer dans la violence, bah tant mieux pour eux. Moi, j'ai juste envie qu'on s'élève. Et du coup, forcément, je parle de moi, l'éducation que j'ai reçue, sans mettre tout le monde dans le même bain. Mais force est de constater qu'il y a des choses à déconstruire. Et moi, je sais que ma maman, depuis que je suis maman moi-même, en fait, elle a eu l'occasion d'observer plein de choses. Et elle me l'a dit, elle m'a dit, mais nous, on ne savait pas tout ça à notre époque, tu vois. Et elle m'a dit, voilà, si nous, on avait su tout ce que tu me dis aujourd'hui, parce que des fois, elle a des réactions vis-à-vis des enfants, et je vais lui dire, mais non, maman, enfin, tu vois, par exemple, elle va venir, elle veut tout de suite, elle a même pas enlevé son manteau, on l'a pas vu depuis 2 mois, elle veut tout de suite prendre l'enfant dans ses bras, donc l'enfant a un mouvement de recul, elle va dire, ah mais cet enfant est sauvage, tu vois. Et je lui dis, mais maman, faut pas dire ça, attends, toi-même et tout ça, t'arrives, t'as pas vu quelqu'un depuis 2 mois, tu vois, enfin, en plus c'est des enfants, tu vois, donc, ah mais qu'est-ce que ça fait si je dis ça? Je lui dis, bah non, parce qu'après, l'enfant intériorise aussi ces mots-là. Ok, d'accord, bon. Bon, ma mère, elle commence à me connaître, tu vois, elle sait que je suis dans ce truc de déconstruction. Et du coup, voilà, j'étais contente quand elle m'a dit, en fait, ouais, c'est bien ce que tu fais, tu vois, c'est bien comment t'élèves tes enfants. C'est génial, et honnêtement, je te remercie justement pour tout ce travail de déconstruction que tu fais auprès des femmes, parce qu'on a vraiment besoin de ça, et je te remercie justement de
d'être ce modèle-là pour les femmes de notre communauté. On arrive à la fin justement du podcast et je voulais te poser 2 dernières questions. La première, c'est pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast et qu'est-ce que tu dirais aux Afropolitaines et aux futures mères qui nous écoutent et à toutes les personnes qui nous écoutent? D'accord. Alors, j'ai accepté de participer au podcast parce que j'ai vu ce que tu faisais, j'ai écouté les épisodes précédents. J'ai trouvé que, encore une fois, il manque d'espace où les expériences de femmes racisées s'expriment, en fait. Et du coup, l'Afropolitaine, forcément, ça faisait sens par rapport également à ma démarche. Et qu'est-ce que je pourrais dire aux femmes ? Futures mamans, tu veux dire? Aux femmes, aux mères, aux futures mamans, enfin toutes les personnes qui pourront écouter. Je leur dirais, l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose de super important. Et d'essayer de questionner un petit peu, de savoir qui elles sont. Qu'elles essayent de se détacher un petit peu de peut-être l'éducation qu'elles ont reçue, qui des fois est un frein aussi pour qu'elles puissent s'émanciper. Qu'elles essayent vraiment de chercher au fond d'elles-mêmes qui elles sont et d'éclore comme des papillons. En tout cas, merci beaucoup pour ce dernier mot qui est juste génial. Merci. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci pour l'invitation, Mélissa. Merci. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur l'Afropolitaine. Ça passe trop vite. Ouais.